J'ai bâti l'entreprise de mon père à partir de rien après avoir abandonné l'université, pendant que mon frère en or poursuivait ses études et travaillait dans la finance. Après 7 ans de travail acharné, mon père a voulu donner à mon frère la moitié de tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. J'ai appliqué la politique de la terre brûlée. Très bien, Reddit. Donc, j'ai passé 7 ans à transformer l'atelier moribond de 280 000 € de mon père en un empire de 7,5 millions d'euros. Puis, il a fait venir mon frère, le cador de la finance, qui n'avait jamais tenu une clé à molette, pour être mon président-directeur général avec le même salaire. Alors, j'ai pris les clients, l'équipe, et j'ai ouvert mon propre atelier à 5 km de là. Maintenant, je gagne 1,1 million d'euros par mois pendant qu'ils subissent les conséquences de leurs actes. Prenez du popcorn et profitez du chaos. Mon vieux a fondé Fournier Réparation d'engins lourds en 1989. À l'époque où une poignée de main signifiait quelque chose, et où votre réputation était le seul marketing dont vous aviez besoin. 36 ans à ramper sous des excavatrices, à reconstruire des boîtes de vitesse et à assurer le fonctionnement des entreprises de construction. Moi, 32 ans, homme, j'ai grandi dans cet atelier. J'ai commencé à 11 ans, à balayer le sol et à ranger les boulons. À 14 ans, je pouvais diagnostiquer une pompe hydraulique défaillante rien qu'au son. J'y ai passé tous mes étés et week-ends pendant que mon frère aîné, Antoine, faisait tout ce que font les enfants prodiges, stages de football, préparation pour le bac, événements de réseautage, apparemment. Antoine a 38 ans maintenant, 6 ans de plus que moi. Il a toujours été la fierté et la joie de maman et papa, celui qui, s'en est sorti, qui a obtenu son diplôme de finance d'une université correcte et a décroché un emploi dans une société d'investissement du centre-ville. Papa avait l'habitude d'exhiber les cartes de visite d'Antoine lors des réunions de famille comme si c'était des médailles olympiques. Pendant ce temps, j'arrivais avec du gazole sur mes bottes et on me demandait quand j'allais faire quelque chose de vrai de ma vie. J'ai essayé l'université. Vraiment. Je me suis inscrit en génie mécanique avec une mineure en commerce, pensant que je reviendrais avec des diplômes qui feraient que papa respecterait ce que je faisais. J'ai tenu exactement un semestre. Être assis dans des amphithéâtres pendant qu'un professeur qui n'avait jamais tenu une clé à molette expliquait des répartitions de charges théoriques me semblait être une perte de temps que je n'avais pas. L'atelier avait besoin d'aide. Papa était submergé de travail et n'avait pas les moyens d'embaucher quelqu'un de compétent. Alors, j'ai abandonné et j'ai dit à papa que je voulais m'investir pour de vrai. Il a prononcé les mots magiques, « Reste avec moi, gamin. Bâtis ce truc comme il faut, et un jour, ce sera à toi. » C'était il y a 7 ans, en 2018. L'atelier rapportait peut-être 280 000 € par an. Papa s'épuisait au travail, et nous avions 3 mécaniciens à temps partiel qui venaient quand ça leur chantait. Notre flotte se composait d'une seule camionnette qui tombait plus souvent en panne que le matériel que nous réparions. J'ai tout changé. Première décision, se spécialiser. Papa acceptait n'importe quel travail qui se présentait, réparer le tracteur d'un fermier, entretenir la camionnette d'un entrepreneur, peu importe. J'ai dit, non. On se consacre uniquement à l'industriel, matériel de construction, engins miniers, véhicules municipaux, flotte commerciale. Des entreprises avec des budgets d'entretien et des contrats récurrents, pas des petits boulots ponctuels qui paient des clopinettes. Ensuite, j'ai proposé un concept qui semblait fou, un service d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous les autres ateliers de la région fermaient à 17 heures, mais les entreprises de construction ont besoin de leurs chargeuses à 6 heures du matin. Les mines fonctionnent jour et nuit. Les entreprises de logistique ne peuvent pas se permettre de temps d'arrêt. Nous avons donc commencé à proposer des réparations d'urgence en dehors des heures de bureau à des tarifs majorés, le double pour la nuit, le triple pour les jours fériés. Soudain, tous les chefs de chantier de 3 départements avaient mon numéro de portable. En 18 mois, nous sommes passés d'une camionnette à 8, de 3 types peu fiables à 20 mécaniciens solides. J'ai mis en place des bons de travail numériques, le suivi par système de positionnement global sur les véhicules de service, et une gestion des stocks qui avait enfin du sens. Papa continuait à travailler sur les outils parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher, mais je gérais tout le reste, les ventes, les opérations, la gestion de l'équipe, les relations avec les clients. Les mécaniciens plus âgés m'ont mis à l'épreuve au début. Un gamin d'une vingtaine d'années qui dit à des vétérans comment gérer les chantiers. Oui, ça a été très bien accueilli. Mais je leur ai vite cloué le bec. La 4e année, nous avions 40 employés et 12 camions de service. Le chiffre d'affaires est passé de 280 000 € à 3,9 millions d'euros.
La 6e année, nous approchions les 7,5 millions d'euros par an avec 53 employés et 18 véhicules. 7,5 millions d'euros. Papa et moi touchions tous les deux des salaires de 150 000 euros, plus du double de ce qu'il avait gagné auparavant, mais nous n'étions pas exactement riches. La plupart des bénéfices étaient réinvestis, mais nous construisions quelque chose de réel. Notre taux de fidélisation des clients était de 94%. Lorsque les entreprises avaient besoin d'un service d'urgence, c'est nous qu'elles appelaient en premier. L'équipe me respectait parce que je ne leur demandais jamais de faire quelque chose que je ne ferais pas moi-même. J'ai enseigné à la plupart d'entre eux le diagnostic avancé des systèmes hydrauliques. Antoine, pendant ce temps, vivait sa meilleure vie en centre-ville. Bel appartement, belle voiture, beau costume. Il venait peut-être 2 fois par an, généralement pendant les vacances, faisant toujours des commentaires subtils sur le fait que j'aurais dû terminer mes études ou développer une ambition professionnelle. L'ambition professionnelle, bien sûr. Comme si transformer une entreprise en difficulté de 280 000 euros en une société de 7,5 millions d'euros pendant qu'il jonglait avec des feuilles de calcul Excel n'était pas assez ambitieux. Ma petite amie, Chloé, maintenant ma fiancée, mais nous y viendrons, comprenait vraiment ce que je faisais. Quand je rentrais à minuit en sentant le liquide hydraulique, elle se contentait de rire et de mettre mes vêtements directement dans la machine à laver. Son père dirigeait une entreprise de plomberie, alors elle comprenait. Elle respectait le travail. Maman et papa l'ont détestée dès le premier jour. Elle n'est pas assez raffinée, a dit maman une fois. Traduction, Chloé venait de la classe ouvrière, n'avait pas le sourire de Miss et n'était pas impressionnée par les histoires de papa sur l'héritage familial. Lors des dîners de famille, maman posait des questions pointues sur la trajectoire de carrière de Chloé et si elle continuerait à travailler après le mariage. Papa reconnaissait à peine son existence. Ce qu'il voulait vraiment, c'était qu'Antoine leur donne des petits-enfants. Maman laissait constamment tomber des allusions, montrait à Antoine des photos des enfants de ses amis et parlait de combien ce serait bien d'avoir des petits avant qu'ils ne soient trop vieux. Puis est arrivé le dîner du 67e anniversaire de papa il y a 3 mois. C'est là que tout a dérapé. Nous sommes tous là, moi, Chloé, Antoine, maman et papa dans ce bon steakhouse que papa aime. Papa commande son 3e verre et commence à parler chiffres. Il mentionne que l'atelier fait presque 7,5 millions d'euros maintenant. Il mentionne sa santé déclinante, les décennies d'exposition à l'amiante le rattrapent, plus de l'arthrite dans les 2 mains. Antoine se redresse comme un chien de chasse qui flaire une piste. 7,5 millions? Sérieusement? Chiffre d'affaires brut, ai-je précisé. Les marges ne sont pas énormes après les coûts. Mais Antoine est déjà en train de faire des calculs dans sa tête. Je le vois. Et papa a ce regard comme s'il était sur le point d'annoncer quelque chose d'important. J'ai pensé à la succession, dit papa. À l'héritage, à la famille. Ça y est. Antoine, je sais que tu as bien réussi dans la finance, que tu t'es bâti une belle carrière, mais j'espérais que tu pourrais envisager de revenir à la maison. Travailler avec ton frère. Bâtir cette entreprise ensemble. Antoine rit carrément. Papa, j'apprécie l'idée, mais je gagne 168 000 euros par an à gérer des portefeuilles. Je ne cherche pas vraiment à me salir les mains. Tu n'aurais pas à le faire, dit papa en se penchant en avant. C'est ce que fait ton frère. Je parle d'apporter une vraie stratégie d'entreprise à l'opération. Une gestion financière appropriée. Une planification de la croissance. Et d'un coup, je vois où ça mène. On pourrait professionnaliser toute l'opération, poursuit Antoine, se réchauffant à l'idée maintenant. Mettre en place des systèmes, des processus, la développer correctement. Avec mon expérience en finance et en gestion. L'entreprise s'est très bien développée, l'interrompis-je. Nous sommes passés de 280 000 à 7,5 millions d'euros en 7 ans. C'est impressionnant, dit Antoine avec ce sourire condescendant qu'il a, mais il y a une différence entre travailler dur et travailler intelligemment. Papa a construit une excellente base, mais sans un cadre commercial approprié. J'ai mis en place le cadre. Chaque système que nous utilisons, chaque processus, chaque contrat client, c'est moi qui ai bâti ça. Maman intervient. Antoine a fait des études, mon chéri. Il comprend la stratégie d'entreprise d'une manière que tu ne pourrais jamais comprendre. Parce que j'ai abandonné. Silence gêné. Chloé me serre la main sous la table. Papa a l'air excité. Maman a l'air suffisante.
Antoine a l'air de venir de trouver un billet de 20 € dans sa poche. Parlons-en davantage, dit papa. Je pense que voir mes deux fils travailler ensemble pourrait être quelque chose de spécial. Une vraie entreprise familiale. J'aurais dû le voir venir. J'aurais dû savoir que la promesse de papa, un jour, ce sera à toi, avait une date d'expiration. Mais je l'ai vraiment cru. Je l'avais mérité. Je l'avais bâti. Ça devait compter pour quelque chose. Il s'avère que les liens du sang comptent plus, et le sang d'Antoine venait apparemment avec un diplôme de commerce, ce qui en faisait un cru de premier choix. Les appels ont commencé le lendemain. Papa voulant explorer l'opportunité. Antoine m'envoyant des articles sur la planification de la succession dans les entreprises familiales. Maman parlant de combien ce serait merveilleux d'avoir les deux fils travaillant ensemble, comment c'était le rêve de papa qui devenait réalité. Personne n'a demandé ce que je voulais. Personne n'a mentionné que j'avais passé 7 ans à bâtir cet empire pendant qu'Antoine touchait son salaire ailleurs. Mais bon, la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? 2 semaines plus tard, papa a convoqué une réunion formelle avec des avocats. C'est là que j'ai su que j'étais foutu. L'avocat successoral de papa était assis derrière un bureau en acajou avec des documents empilés comme des obus d'artillerie. Je suis entré en m'attendant à une conversation sur le rachat éventuel de la part de papa, peut-être à discuter des termes d'un partenariat. Ce que j'ai eu, c'est une exécution d'entreprise déguisée en réunion de famille. Papa a commencé par la routine de mise en condition, parlant d'héritage, de garder l'entreprise dans la famille, de son rêve de voir ses fils travailler ensemble. Antoine était assis là dans son costume de marque, l'air d'assister à une réunion du conseil d'administration d'une grande banque d'investissement de la défense plutôt qu'à une discussion sur un atelier de réparation de diesel. Puis l'avocat a fait glisser des papiers sur le bureau. La proposition, papa transférerait la propriété au cours des 12 prochains mois. Répartition finale, 45% à Antoine, 45% à moi, 10% conservé par papa en tant que part de conseil. Antoine deviendrait président-directeur général avec un salaire annuel de 195 000 €. Je serai directeur des opérations, ce qui semble important jusqu'à ce que vous réalisiez que cela signifie faire tout le travail réel pendant que quelqu'un d'autre en récolte le crédit. Cette structure offre une efficacité de gestion optimale, a expliqué l'avocat de cette voix sans âme. L'expertise financière d'Antoine combinée à vos connaissances opérationnelles crée une direction complémentaire. Complémentaire, comme si j'étais le second rôle dans ma propre histoire. Antoine s'occupera de la planification stratégique, de la gestion financière et du développement commercial, a poursuivi papa. Tu géreras les opérations quotidiennes, la supervision de l'équipe, le côté technique. Donc, je fais ce que je faisais déjà, dis-je lentement. Et Antoine fait. Quoi, exactement? La direction exécutive, a dit Antoine. Définir l'orientation, construire des cadres, gérer la stratégie de croissance. Les choses qui nécessitent une réflexion de niveau maîtrise en administration des affaires. Une réflexion de niveau maîtrise en administration des affaires sur une entreprise dans laquelle il n'avait jamais travaillé, au service de clients qu'il n'avait jamais rencontrés, dans une industrie qu'il ne comprenait pas. J'ai déjà rédigé un plan de croissance sur 5 ans, a ajouté Antoine en sortant son propre document. Standardisation des protocoles de service, expansion sur 3 marchés supplémentaires, mise en œuvre de la gestion de la qualité Six Sigma. Six Sigma? On répare des excavatrices, on ne fabrique pas de semi-conducteurs. Cette attitude est exactement la raison pour laquelle nous avons besoin d'une gestion professionnelle, a souri Antoine, comme s'il expliquait l'arithmétique à un enfant. Papa a construit quelque chose de formidable ici, et tu as fait un travail solide pour le maintenir, mais pour vraiment le développer. C'est moi qui l'ai développé. De 280 000 à 7,5 millions d'euros. C'était moi. En utilisant les fondations de papa, a objecté maman. Elle était restée silencieuse jusqu'à présent, tapie dans un coin comme une araignée. Tu as eu tous les avantages. Sa réputation, sa clientèle, ses installations. Antoine construit son succès à partir de rien dans une industrie compétitive. À partir de rien dans une industrie compétitive, comme si j'avais hérité d'un empire florissant au lieu d'un atelier en difficulté qui couvrait à peine le loyer. Qu'est-ce qui se passe si je dis non, ai-je demandé. La pièce est devenue glaciale. Papa avait l'air mal à l'aise. Antoine avait l'air agacé. L'avocat avait l'air de ne pas en être à son premier conflit de succession. Alors je vends à un tiers, a dit papa doucement. J'ai 67 ans, fiston.
Mes poumons sont foutus. L'arthrite s'aggrave. Je dois transférer cette entreprise avant de ne plus en être capable. Soit elle reste dans la famille, soit non. La famille, ça veut dire les 2 fils, a ajouté maman. Pas un seul. Voilà. L'ultimatum enrobé de manipulation émotionnelle. Accepter Antoine comme patron ou regarder papa vendre l'entreprise que j'avais bâtie à des étrangers. Et la répartition des salaires, ai-je demandé à l'avocat. Pourquoi Antoine touche-t-il la même chose que moi alors que je suis ici depuis 7 ans et lui depuis 7 minutes? Les postes de direction commandent une rémunération proportionnelle, a dit l'avocat. Les rôles de président-directeur général et de directeur des opérations s'alignent traditionnellement dans des opérations de taille similaire. De plus, a ajouté Antoine en se penchant en arrière dans son fauteuil, je subis une baisse de salaire par rapport à mon poste actuel. Quitter 168 000 € pour venir en gagner 195 000 est à peine une promotion si l'on tient compte du risque de carrière. Risque de carrière. Venir diriger une entreprise qui réussissait déjà. Risque de carrière. J'avais envie de retourner la table. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête, souri et posé quelques questions de clarification. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Ne prends pas trop de temps, a dit papa alors que je me levais pour partir. J'aimerais que ce soit réglé avant les vacances. En sortant, j'ai appelé Chloé. Il faut qu'on parle. C'est grave à quel point? Niveau nucléaire. Le lendemain matin, j'ai appelé papa. J'y ai réfléchi. Allons de l'avant avec le plan. Papa a semblé soulagé, voire excité. C'est merveilleux, fiston. Antoine est déjà en train de préparer les documents d'intégration. Il est très méticuleux. J'en suis sûr. Ah, et une dernière chose. Antoine a mentionné qu'il serait bien que tu t'habilles de manière plus professionnelle quand il commencera. Tenue de ville décontractée au minimum. Les premières impressions comptent lorsque nous construisons cette nouvelle structure. Tenue de ville décontractée. Dans un atelier de réparation de diesel où je passais la moitié de mon temps sous les véhicules. Tenue de ville décontractée, pour que j'ai l'air exécutif. Avant quoi? Bien sûr, papa. Tout ce qu'Antoine pense être le mieux. J'ai raccroché et j'ai immédiatement commencé à planifier ma sortie, parce que j'en avais marre de toute cette situation. Mais d'abord, je devais comprendre exactement l'étendue des dégâts que je pouvais causer en partant. Le premier jour d'Antoine chez Fournier Réparation d'engins lourds ressemblait au fantasme d'un influenceur LinkedIn. Il est arrivé en pantalon gris ardoise, chemise impeccable et chaussures de ville en cuir qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité de mon camion dans un atelier où nous entretenons du matériel minier, où le concept de rester propre est une mauvaise blague que l'univers fait aux mécaniciens. Papa lui a fait la visite complète, le présentant à chaque membre de l'équipe comme s'il présentait le prince héritier à ses sujets. Voici mon fils, Antoine. Il va nous aider à faire passer l'entreprise au niveau supérieur. La plupart des gars ont juste hoché la tête, lui ont serré la main et sont retournés au travail, mais j'ai vu les regards, les sourcils levés. Gros Thomas, mon chef d'équipe qui était avec moi depuis la 2e année, a croisé mon regard et a fait un geste subtil du genre « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» La visite d'Antoine a duré environ 30 minutes avant qu'il ne se retire dans le bureau que nous lui avions préparé. En moins d'1 heure, il avait réarrangé les meubles et était au téléphone avec un consultant pour une « optimisation opérationnelle ». J'ai passé la journée à travailler sur la reconstruction d'une boîte de vitesse pour l'un de nos clients miniers. Vers 15 heures, Antoine est sorti de son bureau, contournant prudemment les taches d'huile comme si elles pouvaient l'attaquer. Et, on peut parler des inefficacités dans la planification de l'équipe, a-t-il crié par-dessus le bruit des outils pneumatiques. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon. Quelles inefficacités? Eh bien, j'ai examiné les journaux de bord, et il y a une variance significative dans les temps de réalisation des travaux. Certains travaux qui devraient prendre 2 heures en prennent 4. C'est inacceptable. Ce sont des estimations. Les réparations dans le monde réel ne suivent pas une feuille de calcul. Avec une formation et une standardisation appropriée. Ces gars sont des maîtres mécaniciens avec des décennies d'expérience. Ce ne sont pas eux le problème. Antoine a froncé les sourcils. Alors c'est quoi? Rien. Nous terminons 96% des travaux dans les temps estimés ou moins. C'est un leader dans l'industrie. Selon les métriques de qui? Selon le fait d'avoir une expérience réelle dans cette industrie. Silence tendu.
Quelques mécaniciens faisaient semblant de ne pas regarder tout en regardant absolument tout. Écoute, a dit Antoine en baissant légèrement la voix. Je comprends que c'est un ajustement, mais papa m'a fait venir pour une raison. J'ai des compétences que tu n'as pas, et si nous devons travailler ensemble. Tu veux dire si je dois travailler sous tes ordres? Je veux dire si nous devons construire quelque chose de plus grand que ce que l'un ou l'autre pourrait faire seul. Le bingo des mots à la mode de l'entreprise. Il avait sorti 3 clichés en une seule phrase. Impressionnant, vraiment. Ce soir-là, papa m'a appelé dans son bureau. Maman était là aussi, jamais bon signe. Antoine a mentionné que tu avais été réticent aujourd'hui, a commencé papa. J'ai répondu à ses questions. Avec une certaine attitude, a ajouté maman. Il essaie d'aider. Le moins que tu puisses faire, c'est de montrer un peu de respect. Du respect? Pour un gars qui avait travaillé exactement 0 jours dans cette industrie, qui ne pouvait pas diagnostiquer un joint de culasse grillé même si sa vie en dépendait, et à qui on donnait la copropriété d'une entreprise à la construction de laquelle il n'avait rien contribué? J'essaie de m'adapter, dis-je prudemment. C'est un grand changement. En parlant de changement, a poursuivi maman, papa et moi avons discuté. Maintenant qu'Antoine revient et construit sa vie ici, nous espérons qu'il va se ranger, fonder une famille. Ça y est. C'est super, dis-je d'un ton neutre. Nous pensons qu'il est temps d'avoir des petits-enfants avant d'être trop vieux pour en profiter. Elle a fait une pause. Antoine est à un bon moment de sa vie pour ça. Stable, mature, prêt à être père. L'implication flottait là comme de la fumée hydraulique. Antoine était le parent convenable. Antoine fournirait les petits-enfants acceptables. J'étais le raté perpétuel avec la petite amie, non raffinée, qui portait des jeans au dîner de famille. Chloé et moi sommes fiancés, dis-je. Nous pensons fixer une date. Le visage de maman a fait quelque chose de compliqué. C'est. Eh bien, c'est ton choix. Nous pensons juste que le chemin d'Antoine pourrait être plus en phase avec ce dont cette famille a besoin en ce moment. Cette famille a besoin de petits-enfants par le bon fils. Compris. Ne sois pas dramatique, a dit papa. Ta mère exprime juste qu'Antoine est dans une position plus stable parce que il n'a pas gâché sa vie dans un atelier, ai-je terminé. Oui, je comprends parfaitement. Je suis parti avant de dire quelque chose que je regretterais ou quelque chose que je ne regretterais pas, ce qui était plus probable. Les 3 semaines suivantes ont été une masterclass en colonisation d'entreprise. Antoine a mis en place des réunions debout, matinales où les mécaniciens devaient rendre compte de leurs activités prévues pour la journée. Il a introduit un système de soumission d'amélioration des processus que personne n'utilisait. Il a engagé un consultant en affaires pour 14 000 € pour un contrat de 3 mois afin d'évaluer notre efficacité opérationnelle. L'équipe était misérable. Gros Thomas est venu me voir à la fin de la 2e semaine. Patron, a-t-il dit, ils m'appelaient tous patron, pas Antoine, qu'est-ce qui se passe? La moitié des gars cherchent un autre travail. Ces conneries d'entreprise ne fonctionnent pas dans notre secteur. Je sais. Alors fais quelque chose. J'y travaille. Ce sur quoi je travaillais, c'était une stratégie de sortie qui ferait s'effondrer leurs opérations si complètement qu'ils le sentiraient pendant des années. J'ai commencé par des réunions avec les clients, des visites de courtoisie à nos comptes majeurs, les relations que j'avais personnellement bâties pendant 7 ans. J'ai mentionné que je pourrais bientôt faire des changements. J'ai demandé s'ils seraient intéressés à continuer de travailler avec moi spécifiquement. 8 sur 10 ont dit oui immédiatement. Ce n'étaient pas les clients de papa, c'étaient les miens. Ensuite, j'ai approché l'équipe individuellement, prudemment, en commençant par les gars en qui j'avais le plus confiance. J'ai demandé s'ils seraient intéressés à changer de navire si je lançais quelque chose de nouveau. 12 mécaniciens ont dit oui en une semaine. Les meilleurs. Les gars qui pouvaient gérer l'hydraulique complexe, les diagnostics électriques, le travail qualifié qui distinguait les grands ateliers des médiocres. J'ai trouvé un entrepôt à 5 km de là. Plus petit que notre installation actuelle, mais suffisant pour commencer. J'ai utilisé la plupart de mes économies plus un prêt de 140 000 € du père de Chloé qui comprenait la situation mieux que mes propres parents pour louer l'espace et acheter du matériel de base. Pendant tout ce temps, je souriais, hochais la tête, suivais les initiatives idiotes d'Antoine, portais les vêtements de ville décontractés que papa avait demandé, et jouais le rôle du petit frère obéissant. 3 semaines plus tard, j'étais prêt. Tout était en place, client sécurisé,
équipe engagée, espace loué, matériel acheté. Il était temps de présenter à Antoine le concept de conséquence. J'ai choisi un lundi matin pour un impact maximum. Antoine avait programmé une de ces ridicules sessions de planification stratégique pour 9 heures, ce qui signifiait que toute l'équipe serait là à le regarder déblatérer sur les synergies ou je ne sais quoi. Je suis arrivé à 7 heures, plus tôt que d'habitude. Papa était déjà là, les vieilles habitudes ont la vie dure, en train de travailler sur quelque chose dans la baie 3. Bonjour, dis-je. Bonjour, fiston. Le café est frais. En fait, je dois te parler de quelque chose. Nous sommes allés dans son bureau. J'avais un dossier avec moi, ma lettre de démission, des copies de l'enregistrement de ma nouvelle entreprise, le contrat de location de mon entrepôt, et une liste des clients qui s'étaient engagés à me suivre. Professionnel, propre, indéniable. Je pars, dis-je. Je monte mon propre atelier. La plupart de vos principaux clients viennent avec moi, ainsi que 12 de nos meilleurs mécaniciens. Voici ma notification officielle. Papa a juste regardé les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Tu quoi? Je pars. Je ne vais pas passer les 30 prochaines années à jouer les seconds violons pour quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre une pompe hydraulique et un trou dans le sol. Ses clients. La voix de papa est devenue vide. C'est Martel Construction, Pontet Travaux Publics, Mines du Nord. Ce sont nos plus gros. Ce sont mes clients, papa. J'ai bâti ces relations. Ils me font confiance à moi, pas au nom de l'entreprise. Et ils ont accepté de transférer leurs affaires à ma nouvelle opération. C'est du vol. C'est de la concurrence. Tu voulais qu'Antoine apporte des pratiques commerciales professionnelles. Eh bien, en voilà une, les clauses de non-concurrence. Tu ne m'en as jamais fait signer. Ni aux mécaniciens. Donc légalement, éthiquement, je suis irréprochable. Le visage de papa est devenu rouge. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu m'as donné un travail. Je l'ai transformé en un empire. Il y a une différence. J'allais te donner la moitié. Tu allais me donner 45%. La même chose qu'au gars qui est arrivé le mois dernier avec 0 expérience. Et tu allais en faire mon patron. Ce n'est pas un cadeau, c'est une insulte. La porte s'est ouverte. Antoine est entré, a vu les documents étalés sur le bureau de papa, et son expression est passée de confuse à furieuse en environ 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton frère nous trahit, a dit papa. Je vous fais concurrence, dis-je. Encore une fois, il y a une différence. Antoine a attrapé ma liste de clients. Tu ne peux pas simplement voler nos comptes. Regarde-moi faire. J'ai bâti ces relations pendant 7 ans pendant que tu déplaçais de l'argent dans des feuilles de calcul. Ils viennent avec moi parce qu'ils apprécient la compétence. C'est du sabotage. On va te poursuivre pour. Pourquoi? Avoir créé une entreprise dans une industrie que je connais? Vous perdriez et vous le savez. Pas de clause de non-concurrence. Pas d'accord de confidentialité. Pas de secrets commerciaux exclusifs. Papa n'a jamais cru à ces conneries d'entreprise. Tu te souviens? Antoine a regardé papa comme s'il venait de réaliser que son père était un idiot. Tu ne lui as pas fait signer de clause de non-concurrence? Je lui faisais confiance, a dit papa doucement. Ouais, eh bien, la confiance ne signifie pas grand-chose quand il vole notre entreprise, a rétorqué Antoine. Je ne vole rien. Je prends ce qui m'appartient. À ce moment-là, d'autres mécaniciens arrivaient pour le quart du matin. Gros Thomas a passé la tête, a vu la situation et m'a fait un léger signe de tête. Je suis sorti du bureau et je me suis adressé à l'équipe 12 gars qui étaient avec moi depuis des années, qui savaient que ce moment allait arriver. Bonjour à tous. Petite annonce. Je pars pour lancer ma propre opération. Pour ceux d'entre vous qui se sont déjà engagés à me rejoindre, nous commençons à la nouvelle installation mercredi matin. Pour tous les autres, sans rancune. Vous êtes de bons mécaniciens et je respecte le choix que vous ferez. Silence de mort. Puis Gros Thomas a parlé. C'est quoi l'adresse, patron? Je l'ai donnée. 11 autres mécaniciens ont sorti leur téléphone et l'ont tapé. Antoine a jailli du bureau. Tu ne peux pas faire ça. Tu détruis l'entreprise. Maman est apparue. Elle était dans le bureau du fond quelque part, écoutant probablement toute la scène.
Son visage était une furie glaciale. Espèce de petit ingrat, attention, maman. Tu ne voudrais pas dire quelque chose que tu ne peux pas reprendre. Après tout ce que nous t'avons donné, tout ce que nous avons sacrifié. C'est à cause de cette fille, n'est-ce pas? La voix de maman est devenue méprisante. Elle t'a monté la tête, te disant que tu méritais mieux. Chloé est la seule personne qui a vraiment soutenu ce que j'ai bâti. Contrairement à ma famille. Elle n'est pas de la famille, a dit maman. Et elle ne le sera jamais. Nous voulions qu'Antoine nous donne des petits-enfants parce qu'au moins nous savons qu'ils seraient bien élevés. Voilà. Tout ce qu'il sous-entendait depuis des mois, enfin dit à voix haute. J'étais le fils sacrifiable avec la mauvaise petite amie, et Antoine était l'enfant chéri qui fournirait des héritiers acceptables. Eh bien, profitez des petits-enfants hypothétiques d'Antoine, dis-je. Moi, je vais profiter de mon entreprise réelle. Je suis sorti. Gros Thomas et les autres ont suivi. Nous avons chargé nos outils personnels dans nos camions et sommes partis sans un mot de plus. En partant, j'ai regardé dans le rétroviseur. Antoine était debout sur le parking, son costume déjà sale de je ne sais quoi, l'air d'un homme qui venait de réaliser que son poste de direction venait avec du vrai travail. Papa se tenait à la porte de l'atelier, l'air d'avoir pris 10 ans ce matin-là. Maman était au téléphone, probablement en train d'appeler des parents pour se plaindre de ma trahison. Et moi? Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Le poids des attentes, de l'obligation familiale, de jouer le petit frère reconnaissant, tout ça avait disparu. Il était temps de construire quelque chose de réel, quelque chose à moi, quelque chose qu'ils ne pourraient pas m'enlever parce qu'ils avaient décidé que le mauvais fils le méritait. Fournier Réparation d'engins lourds a ouvert ses portes mercredi à 6 heures du matin. 4 bails de service, 12 mécaniciens, assez d'équipement pour gérer notre charge de clients initiale, et 0 connerie d'entreprise. À midi, nous avions terminé 4 travaux. À la fin de la première semaine, notre carnet de commandes était plein pour les 3 semaines à venir. Martel Construction a transféré l'intégralité de son contrat d'entretien de flotte d'une valeur de 1,7 million d'euros par an le 3e jour. Pontet Travaux Publics a suivi. Mine du Nord a appelé personnellement pour confirmer qu'ils transféraient toutes leurs affaires. Il s'avère que lorsque vous construisez de vraies relations, les clients suivent la personne, pas le nom de l'entreprise. Qui l'eût cru? L'équipe a travaillé d'arrache-pied, mais ils souriaient. Je les ai payés 18% de plus que l'ancien atelier, leur ai donné de meilleurs horaires et les ai traités comme les professionnels qualifiés qu'ils étaient, au lieu de rouages dans une machine d'entreprise. En 3 semaines, j'ai embauché 4 mécaniciens de plus. En 6 semaines, nous avions loué un espace supplémentaire dans le bâtiment voisin et nous étions étendus à 6 bails. Le prêt du père de Chloé était de 140 000 euros sur 3 ans, mais à notre rythme de croissance actuel, je l'aurais remboursé en 14 mois. Pendant ce temps, l'ancien atelier était en pleine hémorragie. J'ai entendu par des contacts dans l'industrie qu'ils avaient perdu 3 autres mécaniciens le premier mois, des gars qui n'étaient pas ravidés, initiative d'amélioration des processus, d'Antoine ou de son habitude de leur expliquer leur propre travail. Mon téléphone a explosé d'appels de ma famille. Papa a appelé 53 fois la première semaine. Maman a laissé des messages vocaux allant de la colère à la culpabilisation en passant par l'hystérie. Antoine a envoyé des courriels avec des objets comme « conséquences juridiques » et « VOL d'informations exclusives » que son avocat lui a probablement dit de ne pas envoyer. Je les ai tous ignorés parce que j'étais trop occupé à construire quelque chose qui fonctionnait vraiment. Chloé et moi avons fixé une date de mariage. L'été prochain, petite cérémonie, juste les amis proches et sa famille. Ma famille n'était pas invitée. Cette conversation avec maman sur le fait d'être bien élevé avait brûlé le dernier pont qui restait. En 3 mois, nous avons atteint 390 000 euros de revenus mensuels. Nous avons embauché 6 autres mécaniciens, amélioré notre équipement et mis en place un programme de formation pour les plus jeunes qui voulaient apprendre le métier. L'entreprise que j'avais imaginée basée sur la compétence, le respect et le fait de se soucier vraiment du travail devenait réalité. Vers le 4e mois, j'ai reçu un message vocal d'Antoine. Sa voix était différente, fatiguée, vaincue. Il faut qu'on parle. S'il te plaît. C'est urgent. Je l'ai supprimé. 2 jours plus tard, un autre message vocal, cette fois de papa. Il avait l'air pire que jamais. Fiston, s'il te plaît, rappelle-moi. On a fait des erreurs. On a besoin d'aide.
J'ai failli rappeler. Failli. Alors j'ai laissé le message vocal là pendant que je retournais au travail. 5e mois, mon cousin Alexandre a appelé. Mec, l'atelier de ton père est en train de mourir. Ils ne sont plus qu'une vingtaine d'employés. Ils ont perdu la plupart de leurs gros clients. Et Antoine a apparemment pété les plombs la semaine dernière. Il a hurlé sur un mécanicien qui suggérait une approche de réparation, et le gars est juste parti. Ça ressemble à une efficacité opérationnelle optimale pour moi. Ton père demande de tes nouvelles. Il veut savoir si tu envisagerais de parler. De quoi? Revenir? Être le sauveur après qu'ils aient essayé de me baiser. Je ne pense pas que ce soit ce qu'il veut. Je pense qu'il réalise juste à quel point il a merdé. Un peu tard pour ça. C'est alors qu'Alexandre a rappelé, à 2 heures du matin. Ton père s'est effondré à l'atelier, a dit Alexandre sans préambule. Il est à l'hôpital Saint-Louis. C'est grave. J'étais hors du lit avant d'avoir entièrement traité les mots. Chloé a attrapé ses clés sans poser de questions. 20 minutes plus tard, nous étions dans la salle d'attente des urgences. Maman était là, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 6 mois. Quand elle m'a vu, son visage s'est décomposé. Pas les larmes manipulatrices d'avant. Celle-ci était réelle. Il pense que c'est une crise cardiaque, a-t-elle dit, combinée aux complications de l'asbestose. Il est en chirurgie maintenant. Où est Antoine? Son visage s'est durci. Je l'ai appelé il y a 4 heures. Il a dit qu'il viendrait, mais... rien. Nous avons attendu. Finalement, un médecin est sorti. Monsieur Fournier est stable, mais à peine. La crise cardiaque a été sévère. Combinée aux lésions pulmonaires existantes, nous envisageons des soins intensifs. Il aura besoin de surveillance, de médicaments, potentiellement d'oxygène à domicile. Les coûts seront importants. À quel point? A demandé maman. L'hospitalisation initiale coûtera environ 168 000 €. Le traitement continu pourrait coûter de 4 500 à 9 500 € par mois, selon les complications. Maman est devenue pâle. Nous n'avons pas ça. L'entreprise est en faillite. Nous avons déjà vendu la maison pour couvrir les dettes. Le médecin avait l'air compatissant mais ferme. Nous pouvons discuter de plans de paiement. Il aura besoin d'une intervention chirurgicale dans la semaine. Une procédure cardiaque qui coûte encore 84 000 € minimum. Sans cela, ses chances de survie diminuent considérablement. Je couvrirai les frais médicaux, dis-je. Tous. La tête de maman s'est relevée d'un coup. Quoi? Tu m'as entendu. Les soins médicaux de papa. Je les paierai. Mais j'ai des conditions. N'importe quoi, a-t-elle murmuré. Premièrement, c'est uniquement pour les frais médicaux de papa. Rien d'autre. Pas la maison, pas l'entreprise, pas les problèmes d'Antoine. Deuxièmement, je mets en place les comptes directement avec l'hôpital et la pharmacie. Tu ne vois pas un centime en liquide. Papa a survécu à l'opération. Il est sorti de la salle de réveil l'air d'un mort-vivant. Des tubes partout, à peine conscient. Quand il m'a vu, des larmes ont coulé de ses yeux. Tu es venu, a-t-il murmuré. Pour ta santé. C'est tout. Je suis désolé. Tellement désolé. Tu avais raison sur tout. Ouais, j'avais raison. Antoine s'est finalement montré 3 jours plus tard, quand papa était stable, entrant dans la chambre d'hôpital comme s'il avait été là depuis le début. Comment va-t-il? En vie, pas grâce à toi, dis-je. Où étais-tu? J'avais des engagements professionnels. Je ne pouvais pas tout laisser tomber. Papa a failli mourir, et tu avais des engagements professionnels. Compris. La voix de maman était glaciale. Ton frère a été ici tous les jours, payant pour tout. Et tu n'as pas pu te donner la peine de venir pendant 3 jours? Antoine avait l'air mal à l'aise. Je suis là maintenant. C'est ce qui compte. En fait, non, dis-je. Selon l'arrangement, tu contribues aux soins de papa, ou tu ne joues pas au fils inquiet. Quelle est ta contribution? Je n'ai pas ce genre d'argent en ce moment. Alors sors. Antoine est parti. Maman ne l'a pas arrêté. C'est là que j'ai su que quelque chose avait changé. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai payé 267 000 € pour les soins de papa,
mis en place des paiements automatisés pour ses médicaments, 4 500 € par mois, et organisé l'oxygène à domicile, la physiothérapie et la surveillance cardiaque, tout via des comptes que je contrôlais directement. Antoine a appelé une fois, exigeant que j'arrête de monter maman contre lui. J'ai raccroché. Il a essayé de se présenter à mon atelier. Gros Thomas et 2 autres mécaniciens l'ont raccompagné hors de la propriété avec un message clair, « Reviens, et tu auras affaire aux flics ». Papa s'est stabilisé au cours des mois suivants. J'ai continué à payer ses frais médicaux, j'ai tenu ma parole à ce sujet, mais les limites sont restées fermes. Pas de réunion de famille, pas de conversation du type « on devrait parler ». Juste des paiements automatisés pour le maintenir en vie et rien de plus. Mon entreprise a continué de croître. Nous avons atteint 700 000 € de revenus mensuels au 9e mois, décroché 3 grands contrats miniers et un accord de maintenance municipale d'une valeur de 2,15 millions d'euros par an. J'employais 42 personnes, gérais 20 véhicules de service et avais une liste d'attente d'entreprises voulant nos services. Chloé et moi avons avancé la date du mariage quand nous avons découvert qu'elle était enceinte. Nous nous sommes mariés dans le jardin de ses parents par un parfait après-midi d'octobre. Petite cérémonie, peut-être 50 personnes, tous de vrais amis ou de la famille qui comptaient. Son père a porté un toast sur l'intégrité, sur les hommes qui comprennent la responsabilité et qui tiennent leurs promesses. La spirale d'Antoine a continué. J'ai entendu par Alexandre qu'il était retourné vivre chez nos parents dans leur petite location et avait pris un emploi dans une entreprise régionale pour à peine 65 000 €. Son profil LinkedIn n'était plus mis à jour. Le gars qui était censé apporter une réflexion de niveau maîtrise en administration des affaires à un atelier de diesel livrait des pizzas le week-end pour payer son loyer. Certaines leçons coûtent plus cher que d'autres. Notre fille est née un matin glacial de janvier, 3,2 kg, en bonne santé et parfaite. Nous l'avons appelée Hélène, d'après la grand-mère de Chloé. Quand je l'ai tenue pour la première fois, quelque chose de fondamental a changé. C'était la vraie famille, pas l'obligation, pas l'ADN, pas la culpabilité. Juste le choix, l'amour et la construction de quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Papa a appelé 3 mois après la naissance d'Hélène. J'ai failli ne pas répondre. J'ai entendu dire que tu as eu un bébé, a-t-il dit. Sa voix était plus forte maintenant, le traitement fonctionnait. Félicitations. Merci. Je ne m'attends pas à la rencontrer. Je connais les limites. Mais je voulais dire. Tu seras un meilleur père que moi. Tu le es déjà. Le silence a été brutal. Une vraie reconnaissance d'un homme qui avait passé des années à ne pas me voir. Antoine m'a demandé de l'argent la semaine dernière, a poursuivi papa. Il a dit qu'il avait besoin d'aide pour ses factures. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que certaines personnes méritent de l'aide. D'autres s'y attendent simplement. Bien. Je ne mérite pas le pardon, mais tu avais raison sur tout. Et je suis fier de ce que tu as bâti. Parce que c'est réel. Nous avons parlé pendant 10 minutes de plus. Pas de larmes, pas de réconciliation, juste une reconnaissance. 2 ans plus tard, Fournier Réparation d'engins lourds a atteint 1,1 million d'euros de revenus mensuels, 53 employés, 23 véhicules de service, 14 contrats majeurs. Valeur de l'entreprise supérieure à 4,5 millions d'euros. La vie d'Antoine a continué sa spirale descendante. Il a perdu un autre emploi. Il est retourné vivre chez maman et papa dans leur petite location. Aux dernières nouvelles, il livrait des pizzas le week-end pour payer son loyer. Le gars qui était censé professionnaliser un atelier de diesel ne pouvait pas professionnaliser sa propre vie. Certaines leçons coûtent tout. Hélène a eu 2 ans. Gamine intelligente. Elle adore l'atelier, adore regarder les mécaniciens travailler. Chloé est de nouveau enceinte, d'un garçon. Nous l'appellerons Daniel, d'après son grand-père. Une vraie famille, construite sur le choix et l'amour, pas sur l'obligation. Maman envoie des cartes d'anniversaire. Elle ne franchit jamais les limites. Ne demande jamais à venir. Elle reconnaît juste de loin qu'elle a perdu quelque chose d'irremplaçable. Quand je regarde Hélène, Chloé, l'équipe qui a cru en moi dès le premier jour, je sais que le respect se gagne, que les actions ont des conséquences, et que s'éloigner des gens qui ne vous apprécient pas n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. L'atelier ouvre à 6 h du matin. Je suis généralement là à 5 h 30, un café à la main, le dessin d'Hélène scotché au mur de mon bureau. L'équipe arrive. Le travail commence.
Une autre journée à construire quelque chose de réel avec des gens qui comptent. C'est l'héritage que papa n'a jamais compris. Il ne s'agit pas de transmettre une entreprise. Il s'agit d'apprendre à ses enfants que leur valeur n'est pas négociable. Que leurs limites ne sont pas des suggestions. Et que la famille, c'est ceux qui sont là. Hélène apprendra ça. Daniel aussi. Ils sauront que le respect se gagne, il n'est pas donné. Le nom Fournier perdure, simplement pas avec les gens qui pensaient le posséder. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.